psst. Un épisode de ce podcast que vous êtes en train d'écouter a été nominé au Paris Podcast Festival, sorte de César du podcast. C'est l'épisode 11 qui s'intitule « Mon analyste a mis fin à nos séances par un texto sans explication », un témoignage d'Hélène. Cet épisode concourt au prix du public. C'est tous les nominés qui s'affrontent dans un vote en ligne, que dis-je, un pugilat sanglant qui déterminera l'élu. Alors j'aimerais vous demander de voter. Mais vous allez me dire, détends-toi, on se connaît pas, et t'es qui d'abord ? Moi c'est Guillaume, je suis l'instigateur de ce podcast, podcasteur passionné et bénévole. Je fais mes podcasts tout seul de A à Z. Et gagner ce prix m'apporterait une visibilité déterminante qui pourrait bien m'aider à trouver mon modèle économique. Alors pour voter, c'est super simple. Vous cliquez sur le lien que je mets dans le descriptif de cet épisode. C'est un petit formulaire qui prend même pas 5 secondes à remplir, il suffit de cocher la case 20. Vous avez jusqu'au samedi 22 octobre 2022. N'oubliez pas, la case 20. Ok, ça suffit. Maintenant, place à votre épisode. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur le podcast Ma dernière séance de psychanalyse. Chaque épisode est un témoignage brut, sans montage, dans lequel des analysants ou des analystes racontent l'impact de la psychanalyse sur leur vie. Moi, c'est Guillaume. J'ai arrêté mon analyse après 10 ans sur le divan et ce podcast est ma façon de questionner et approfondir mon propre chemin d'analysant. Et pourquoi pas, par un heureux ricochet, vous inspirez, vous, chères auditrices et auditeurs, vous aider à cheminer. Pour être alerté de la sortie de nouveaux épisodes, pensez à cliquer sur s'abonner ou suivre en activant les notifications. Allez, maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute. Est-ce que t'as des questions avant qu'on commence ? Aucune. J'ai pas de questions. Du coup, on se lance ? Si tu veux. Tu t'appelles comment ? Thibaut ? Thibaut, quand t'es rentré chez moi, je t'ai salué et tu m'as dit, tout de suite tu m'as dit t'as pas fait de la PNL. Tu peux m'expliquer pourquoi ? C'est dans ma façon de te dire bonjour que tu m'as... Non, absolument pas. C'est quand j'ai retiré mes chaussures et que tu m'as dit... J'ai commencé à enlever mes chaussures au moment où tu m'as dit que je pouvais les enlever, et cette technique de tu vas commencer à le faire, tu le fais et tu vas le faire, c'est une modalité hypnotique qu'on appelle une des modalités de la communication ericksonienne en hypnose, d'inspiration de Milton Erickson, voilà, qui a beaucoup influencé notamment la PNL. Et pour certains coachs, comme je sais que tu es coach, ça peut venir de certains scripts, de certains outils. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai dit que j'avais l'impression d'utiliser, que quand tu utilises cette modalité-là, ça peut être inspiré de ça, voilà. Non, alors, 3 informations clés. J'avais envie que tu sois libre de garder tes chaussures si t'étais mieux avec, parce qu'en fait, moi j'ai envie que les gens soient à l'aise principalement. Deuxièmement, je n'ai jamais fait de PNL et je sais absolument pas ce que c'est. Et troisièmement, je ne suis plus coach. D'accord, écoute, tant que c'est bon pour toi et cohérent pour toi. Est-ce que tu peux me dire combien d'années d'analyse tu as fait pour le moment et quel âge tu as peut-être ? Alors j'ai 32 ans dans 2 mois, et alors je vais plutôt dire quand j'ai commencé vers mes 6-7 ans, quelque chose comme ça, 96, 97, et depuis je n'ai pas arrêté. J'ai eu des tranches d'analyse, j'en ai eu une principale entre mes 8 et mes 16. Tes 8 ans et tes 16 ans ? Ouais, mais de manière assez distendue, c'est-à-dire c'est pas une séance par semaine. Et ça... C'était peut-être de la psychologie... Non, parce que les 2 personnes qui m'ont fait travailler, avec qui j'ai cheminé, étaient 2 psychanalystes. Une première psychologue psychanalyste qui était une femme, et le deuxième, un homme qui était un psychiatre psychanalyste. Tous les 2 étaient des analystes, c'est très important pour moi, après coup, 15 ans plus tard, qui étaient pas engagés dans une école ou dans un dogme, donc il y avait une pratique libre. C'est tes parents qui t'invitent à aller en thérapie ? Oui, c'est quand ils ont décidé de divorcer. Ils étaient tous les 2 éducateurs spécialisés. Donc mon père avait été formé par ma première psychanalyste, notamment, qu'il la connaissait parce que ça avait été son professeur, pour devenir éducateur spécialisé. Et du coup, je suis très vite entré en analyse. Mes parents étaient déjà eux-mêmes
en analyse, et ils ont pensé que c'était important pour moi au moment où eux divorçaient. C'était pas une envie personnelle, c'était une envie parentale. On va pas passer trop de l'entretien sur cette première tranche, à moins que t'en aies le désir profond. Mais si tu devais synthétiser ou donner, qu'est-ce que t'en as tiré, parce que c'est quand même il y a très longtemps, qu'est-ce que t'en as tiré ou quel impact cela a eu pour toi? D'apprendre à considérer les choses, à les questionner. Typiquement, j'ai appris que tout ce que je ressentais ou percevais n'était pas forcément vrai. Qu'il y avait peut-être des fois des choses à laisser poser, patienter pour les comprendre. Et par exemple, sur le divorce de mes parents, c'était ça. Parce que les analystes qui ont travaillé avec toi ont posé des mots, t'ont expliqué, alors que tu as mené en séance des émotions ou la volonté de contrôler, c'est eux qui, par des mots, t'ont expliqué, bah non, en fait, ça marche pas comme ça. C'est ça, la mécanique? Non, la mécanique, elle est arrivée avec l'expérience. L'expérience dite du divan, même chez l'enfant. Il y avait déjà du divan à l'époque. Le fait de parler, de jouer, de dessiner, de rigoler. C'est prendre le temps de faire des activités et de parler de certains sujets pendant ce temps-là. Donc c'est quelque chose de ludique derrière, pédagogique presque. Apprendre à réfléchir pour un enfant, à réfléchir sur ses émotions. Voilà. Mais à la fin, c'est devenu une manière de faire, mais c'est surtout c'est quelque chose qui n'était pas un souhait, qui est devenu quelque chose d'important pour moi et qui m'a fait avancer à l'époque. Mais bizarrement, le divorce de mes parents n'a jamais été pour moi, même en y réfléchissant beaucoup, ça n'a jamais été un problème. Leur dispute était un problème, oui. Mais leur divorce, au contraire, ça tranquillise. Enfin, pour moi, dans mon expérience. Du coup, tu fais une seconde tranche, en cas, tu reviens vers l'analyse un peu plus tard, et tu y es resté jusqu'à aujourd'hui. J'ai repris une tranche, alors en vrai, j'ai pas arrêté à 16 ans, mais la dernière fois que j'ai vu ma thérapeute, ma dernière séance avec elle, c'était sur mes 15-16 ans. Et à l'époque, je commençais une dépression, donc fin terminale, fin première, je crois. Et c'est en première ou deuxième année de fac que je suis retourné la voir pour qu'elle me recommande un autre médecin, enfin qu'elle me recommande d'aller voir un médecin, un psychiatre, parce qu'il fallait poser à l'époque des mots médicaux, faire un diagnostic qui m'a finalement pas apporté grand-chose, mais qui m'a fait faire une belle rencontre avec un homme. La première dame s'appelait... j'ai oublié son prénom. Mais attends, tu passes plusieurs années en analyse, de 8 ans à 16 ans. Tu les quittes au moment où tu commences une dépression. Bon, quelqu'un qui nous écoute se dit, ouais, donc ça marche pas le délire. Parce que t'avais un suivi toutes ces années qui n'a pas su empêcher ni t'aider contre la dépression. Donc ça n'a pas aidé ta santé mentale. En fait, entre mes 13 ans et mes 16 ans, entre mes 12 et 16 ans, je la revoyais 2-3 fois par an. Parce qu'il y avait un lien, il y avait un espace de parole, il y avait un lieu. Vraiment une thérapie, quoi. C'était plus une analyse comme je l'avais connue entre mes 8 et mes 12 ans. Si tu devais regarder tes dernières années en analyse et me dire ce qui te vient en un mot, ça serait quoi? Ce serait la résilience. C'est un joli mot, c'est apprendre à faire avec pour mieux avancer. C'est la seule chose qui me... Après, il y a plein de détails, mais ouais. L'analyse t'a aidé à apprendre à faire avec et à avancer. Oui, tout à fait. Avec quoi? La notion de temps. Et c'est marrant parce que je te parle de ça, et ce matin, dans l'une de mes consultations, j'ai une de mes patientes qui m'a parlé exactement de ça. Et elle m'a parlé que de ça pendant 3 quarts d'heure. Du temps qui lui était nécessaire pour avancer. Mais c'est ce que j'ai vécu à l'époque. Toi, tu parles de consultation, tu es toi-même quoi? Pendant longtemps, j'ai fait du management digital. Et depuis 7-8 ans, j'ai repris une analyse. J'ai passé des diplômes dans une école privée pour devenir psychanalyste. Et aujourd'hui, je suis psychanalyste et hypnothérapeute et coach. Mais c'est vrai que ma pratique aujourd'hui, quand je reçois des gens pour les accompagner dans un cheminement personnel,
c'est une méthode analytique. Est-ce que tu peux m'amener dans les nœuds principaux, si tu devais juste là me les lister pour savoir ce qu'on va travailler là aujourd'hui? C'est quoi les nœuds sur lesquels la psychanalyse, tes années de psychanalyse ont le plus impacté? C'est mon identité, le sexué, c'est tout ce qui est en rapport avec le sexe mais qui n'est pas la pratique sexuelle en elle-même, et la tranquillité d'exister. Tu peux m'amener du coup sur ce premier, l'identité, t'as découvert quoi? Tu t'es découvert qui? Alors je me suis Pourquoi ça te fait marrer? Parce que dans le pré-entretien qu'on avait fait, toi-même tu as une pratique du questionnement un petit peu, j'allais dire philosophique, et ce dont on avait parlé, c'était notamment lié à un de tes autres travaux que je trouve aussi intéressant sur l'identité queer. Et moi, ce qui à l'époque, en fait, ce qui n'a jamais été une question pour moi, le fait d'être homosexuel, ça n'a jamais été une question, ça m'est apparu comme une évidence. J'avais à peine 10 ans, les garçons m'intéressaient, et puis ça s'est arrêté là. Par contre, c'était le fait de vivre ce désir qui a été très compliqué, et quelque part, mon identité par rapport à ça. C'est pas le fait d'assumer, c'est pas le fait de l'assumer, c'était de le vivre. Alors je vois une petite différence parce que le fait de l'assumer pour moi, c'est une question de je sais ce que j'aime, moi j'ai pas besoin de lutter contre, j'ai aucune gêne par rapport à ça, mais le vivre, c'était le vivre pour moi. Parce que j'ai jamais eu de coming out, j'ai jamais été blessé, j'ai jamais vécu de situation discriminatoire. Donc c'était juste vivre pour moi-même qui j'étais. Et finalement, ça aurait été un autre sujet que le genre, la sexualité. Je pense que ça aurait été pareil. Là, tu faisais référence à mon autre podcast, Comment devenir sexuellement épanoui, spécialement réunissant des témoignages d'hommes gays, bi ou queer. Je me marre parce qu'en fait, j'essaie de faire de la pub, mais je prends tellement d'énormes sabots. Bien. Non, mais c'est vraiment des publics très différents, donc il y a peu de porosité. Mais si, moi. Bah toi, tu as raison, excuse-moi. Mais j'ai l'impression que là, tu parles plus d'assumer des pratiques sexuelles homosexuelles que l'identité, ou peut-être est-ce que tu peux te définir ce que c'est pour toi l'identité? Tu disais que c'était un nœud clé que tu as travaillé en analyse, je te pose des questions et tu dérives vers la pratique sexuelle. Mais la pratique sexuelle n'a aucun lien avec l'identité. Pour toi, à partir de quand est-ce que j'ai commencé à évoquer des pratiques sexuelles? J'ai mal écouté. Est-ce que tu peux m'expliquer pour toi quelle identité tu as réussi à toucher du doigt grâce à l'analyse? C'est ton identité d'homme gay, c'est ça? C'est pas forcément l'identité d'homme gay. Parce qu'en fait, ce que j'essayais d'expliquer, c'était que ça aurait été un autre sujet. J'aurais été un enfant adopté, je l'aurais découvert à cette époque-là. Je pense que ça aurait été les mêmes problématiques. Alors, je dis pas que l'homosexualité est peut créer des blessures ou des frictions comme un enfant adopté, mais ça aurait été une autre problématique pour un adolescent ou un jeune adulte. Je pense que ça aurait été le même problème. Le fait d'assumer son histoire, ses envies, et finalement l'identité c'est la somme des désirs, la somme des envies, la somme de notre histoire, familiale, parentale, amicale, qui fait ce que nous sommes aujourd'hui. C'était ça que j'avais du mal à assumer. Ce que j'avais du mal à assumer, et à vivre, c'était qui j'étais et qui j'avais envie d'être. Donc ça peut être vu et compris comme une espèce de refoulement, et moi je l'ai jamais vécu comme un refoulement. Je me suis jamais dit, il faut que je sorte avec des femmes, que j'aime des femmes, que je couche avec des femmes. Je me suis juste dit, et pourquoi tu fais pas comme les autres? Pas comme les autres au sens de l'hétérosexualité, pourquoi tu ne fais pas comme les autres qui ne se posent pas de questions quand ils vivent? Comment le sujet de l'homosexualité est apparu sur le divan? Est-ce que tu peux me ramener au début de ton cheminement autour de cette identité, autour de cette homosexualité? Tu te souviens d'un moment clé? Je te parle là sur le divan. Sur le divan, il est jamais apparu comme étant comme un élément clé. Il y a eu des moments clés dans mon analyse, même jeune. J'ai 2-3 souvenirs de moments clés quand j'étais jeune. Ou plus tard avec mon autre analyste. Et des moments clés autour de cette question de l'identité, il t'en vient? Il y en a un qui est très fort.
J'en ai reparlé avec mes parents plein de fois, j'en ai reparlé avec mes 2 analystes. Voilà, j'ai retrouvé les prénoms. La première s'appelait Jacqueline, le deuxième Patrick. J'aime bien les appeler par leur prénom quand je suis pas avec eux. Mais un truc très con, mon père a grandi dans le sud. On allait souvent en vacances là où il avait grandi, et il y avait un château en haut d'une colline, pas très très gros, mais l'été quand on descendait, on allait vers ce château qui m'apparaissait comme énorme. Et quand j'étais encore seul sans ma sœur, que ma sœur était encore en projet dans la tête de mes parents, je me souviens qu'on montait pour aller dans ce château, à flanc de colline, il faisait très chaud, et j'étais pas suffisamment grand encore pour grimper. Mes parents avancent, et moi je reste bloqué en dessous. Je demande à ce qu'ils m'aident, et mon père me dit « mais vas-y, tu peux le faire ». Et j'essaye, je n'y arrive pas. Ma mère tente de m'aider, et mon père lui dit « non, laisse-le assumer le choix qu'il fait de prendre ce trajet-là ». Je n'y arrivais pas. Finalement, j'ai réussi en prenant un autre détour, en faisant autre chose autrement, mais cette histoire de « mais putain, laissez-moi avoir de l'aide, laissez-moi être aidé, en fait, quand j'en ai envie ». Et ce souvenir-là, truc bateau, mais il est très fort, c'est surtout que c'est devenu, dans mon analyse après, une sorte d'émancipation. J'ai demandé de l'aide, je ne l'ai pas eu. Finalement, je peux la trouver quand même. Et il y a eu quelques trucs comme ça, qui sont, je sais pas s'ils sont initiateurs, ce serait des mots trop gros, mais sont des souvenirs qui ont du sens pour moi. Comment la psychanalyse t'a aidé concrètement ? J'essaye là de imaginer des gens qui ont jamais fait de psychanalyse, qui connaissent rien. Concrètement, tu vas t'allonger sur un divan 1-2 fois par semaine ? Moi, c'était 1 fois tous les 15 jours. 1 fois tous les 15 jours. Est-ce que tu te souviens de moments clés qui peuvent illustrer justement comment la psychanalyse t'a aidé à devenir toi ? Lorsque j'ai été en couple, il y a 7 ans de ça maintenant, la première fois que j'avais rencontré un garçon qui me plaisait, à qui je plaisais, avec qui les sentiments étaient réciproques, j'avais beaucoup de mal à adhérer à l'idée que c'était possible. Et pourquoi ? Je sais pas. En bon dépressif, on pourrait dire qu'il n'est pas habitué au bonheur. Il y a un peu quelque chose de ça, une telle mélancolie qu'on se dit, mais non, ça arrive que dans les films. Et les premières fois où je ressentais ça, enfin, la première fois où je ressentais ça, mon analyste de l'époque m'a dit, mais si, c'est possible. Regardez, vous le vivez. En fait, on te renvoie quelque chose qui est au final, c'est tout con. Mais c'est le fait de l'évoquer, de travailler l'idée. En fait, c'est beaucoup de dialogue. C'est de dire, mais c'est telle situation, j'ai telles émotions, mais en fait c'est pas possible, je me rends compte que c'est compliqué, ou je sais plus trop comment je l'avais exprimé. C'est de mettre des mots sur la situation, enfouie en toi, c'est ça ? Oui, et puis c'est un peu comme une nausée quand même, quand tu vomis un truc, il faut que ça sorte. En analyse. Pour moi en tout cas, à ce moment-là, c'était ça, c'était vomir le truc, et que l'analyste finalement te renvoie un petit peu devant une évidence. Si, vous le vivez. Et quelque part, c'est une belle claque. Et ça t'a, rien que ces mots-là, cette verbalisation en analyse et ce répondant un peu con, c'est ton terme, en tout cas simple, que ton analyse t'offre, t'a aidé à rentrer dans cette relation ? Complètement. On pourrait y voir une sorte de banalité, mais pour moi à l'époque, c'était impensable. Et c'est en sortant de cette séance-là que je me suis dit c'est bon, je peux assumer. Et j'étais déjà dans la relation, engagé émotionnellement, physiquement, intellectuellement, mais je l'ai vécu, j'en ai profité qu'après cette analyse-là. Du coup, c'est parce que au fil des séances, ton lien avec ton thérapeute, tu lui donnes un crédit. Tu te dis, il a compris un truc, je l'aime, ou que sais-je, que alors ces mots ont du poids, et même s'ils ont l'air très simples, ils te donnent la validation que tu n'arrives pas à te donner toi-même ? Parce que sinon, je trouve que j'aurais envie que tu m'en dises un peu plus, juste en 3 mots. Si toi, au fond de ton cœur, t'es tout bloqué, en quoi ces 3 mots peuvent débloquer d'un coup, tu vois ? C'est bizarre, non ?
alors dans ce que tu appelles le transfert et le contre-transfert, qui est le fait d'apprécier son thérapeute, d'aimer son thérapeute. Alors maintenant, c'était il y a très longtemps, donc j'en ai un regard assez critique, non. Si je peux critiquer mes sentiments en disant que effectivement, c'est parce qu'il y avait cette je lui donnais un certain crédit, okay, qui fait que ça effectivement ça impacte. Et c'est surtout que c'est quelqu'un extérieur en qui tu as confiance. C'est ça qui finalement est plus, qui pour moi était important. Il était extérieur à la situation. C'était pas un ami, c'était pas un proche. C'était quelqu'un à qui j'accordais du crédit. Et du coup, le fait qu'il normalise ça, alors que ça faisait des mois qu'on travaillait sur cette notion de le célibat en étant homosexuel dans les années 2000, de 2010, etc. Ça devait être simple et évident, alors que ça, à l'époque, ça ne l'était pas. Là, tu parles pour toi? Oui, je parle uniquement pour moi. Donc toi, tu viens en analyse, parce que j'aimerais quand même mieux comprendre un peu les contours de cette identité que tu as forgée petit à petit en analyse. Toi, par exemple, sur le divan, tu amènes la difficulté d'être seul, d'être célibataire. C'est-à-dire, toi, tu avais envie... Et raconte. J'avais vraiment envie d'être en couple à cette époque-là. Je voyais plein d'amis à moi qui étaient en couple. Et vivre une relation amoureuse, c'était intéressant. Pourquoi tu l'étais pas, à ton avis, à l'époque, en couple? Je pourrais toujours pas te dire pourquoi. Je suppose que c'est que je me représentais des choses faramineuses. Et que c'était peut-être plus simple que ce que je pensais. J'ai énormément lu quand j'étais jeune. Sur l'amour, sur l'homosexualité. Du coup, je me suis un peu peut-être monté une histoire un peu trop grosse. Et c'est quoi la grosse histoire, du coup? Ah, c'est les représentations que j'en avais. C'était tout ce que... typiquement, j'ai lu les chroniques de San Francisco, qui, dans la littérature gay, sont un petit monument quand même sur l'homosexualité dans les années 80-90 à San Francisco. Quand tu lis ça, que t'es ado, tu te dis putain, mais... quelle histoire, quoi. Et j'avais l'impression que c'était pas pour moi. Alors non, je comprends pas. En quoi tu peux pas vivre ce que c'est... En gros, c'est l'histoire d'un groupe d'amis où il y a tout un tas d'histoires amoureuses et non amoureuses. Mais en quoi toi tu peux pas les vivre? En quoi tu te disais que toi tu pouvais pas? En quoi tu correspondais pas? C'est le fait d'appartenir ou pas à un groupe, le fait d'appartenir ou d'être quelqu'un. En fait, c'est un peu si je devais le comparer à quelque chose d'assez courant et commun aujourd'hui, ce serait une espèce de syndrome de l'imposteur. Et le syndrome de l'imposteur dans une identité intime, ça paraît énorme, improbable. Et je me suis senti illégitime d'être qui j'étais. Okay. En quoi tu correspondais pas à la communauté gay, c'est ça que je comprends? Il y avait déjà une histoire d'apparaître à l'autre, de physique, je pense, de style. Tu peux te décrire ou te décrire à l'époque? La seule différence entre moi à l'époque et aujourd'hui, c'est que j'ai commencé à avoir de la barbe. Sinon, je suis grand, assez trapu, un peu imposant, cheveux courts avec de la barbe. Et ça correspond à une esthétique qui n'est pas celle que les médias véhiculaient ou qu'on véhicule globalement dans la représentation de l'homosexualité, qui est plutôt mince, musclé, extraverti, qui n'était pas du tout ni mon style, ni mon paraître à l'époque, et qui ne l'est toujours pas d'ailleurs. Et s'identifier pour mieux se projeter, ça marchait pas à l'époque. Ça marche d'ailleurs pas beaucoup non plus aujourd'hui, mais j'ai appris à faire un peu abstraction, ou à regarder d'autres manières d'exister. Alors je trouve qu'on aborde un sujet passionnant qui en moi me crispe au plus haut point, qui est le concept de la communauté gay, c'est-à-dire l'idée que à partir du moment où des hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, du coup soudainement ils appartiennent à une sorte de même famille. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a des clichés colportés dans différents endroits gays. Tu corresponds à j'aurais envie de te dire, un petit clin d'œil, le bear, ours en français, qui correspond du coup à ce que tu as décrit et à ce que je vois là aujourd'hui, barbe, taille. C'était pas le cas à l'époque. Je les ai là, les chroniques de San Francisco, juste derrière moi là dans ma bibliothèque. Ça fait longtemps que je les ai pas lues. Il y a pas un bear, il y a pas un, parce que c'est vraiment dans la culture gay entre gros guillemets un profil très typique, et tu corresponds en plus pile à ça.
Je crois qu'à l'époque, je faisais abstraction de ça. Entre, finalement, à mon avis, à la quête de l'adolescence, on fantasme beaucoup sur un idéal, une forme d'idéal. Et là, je parle pas forcément que pour moi, là, c'est l'impression que j'ai de ce que je peux voir en séance, de ce que j'ai pu échanger avec des collègues ou lire. C'était cette espèce d'idéal, hein. Et à l'époque, je n'en voyais qu'un seul. Mais je suis assez d'accord avec toi et je vais me contredire. Je pense que quand on a 18-20 ans, les bears, c'est des hommes plus âgés, plus mûrs, toujours dans ces stéréotypes que je propose. Donc le fait qu'ils soient pas dans ton référentiel ne m'étonne pas tout à fait. Moi, j'ai une petite anecdote, ça me parle beaucoup ce que tu dis. J'ai un souvenir très fort. Donc moi j'ai 36 ans. Je suis né en 1986. La seule représentation gay dont je me souviens aujourd'hui, je la voyais, alors même qu'on n'avait pas la télé, mais je la voyais chez mes cousins, Le miel et les abeilles. Je crois que je me plante peut-être. En tout cas, il y avait le prof de gym était le seul personnage que j'avais compris être gay, même si on n'en parle jamais, dans Le miel et les abeilles, AB Productions, Hélène et les garçons, etc. Et c'était un homme très baraqué, sans aucun poil, très musclé, extrêmement féminin et complètement con. Et je me connecte à ce que tu dis parce que je crois que moi je m'y voyais pas du tout et que ça m'angoissait profondément, cette question de la représentation dans les médias. Et on en parle récemment là, parce que Disney vient de prendre une actrice noire pour incarner la petite sirène et ça fait tout un chafouin. Et du coup, toute une conversation autour de l'importance de la représentation. En tout cas, à l'époque, tu ne t'autorises pas ou tu ne te sens pas appartenir à l'identité gay, car tu ne corresponds pas physiquement à ça. En quoi la psychanalyse t'aide alors ? Elle m'aide à me créer mon propre espace, à sortir. On a besoin de se nourrir des autres pour grandir soi-même, pour ensuite nourrir le collectif, enfin, pour nourrir les autres. Et moi, je pense qu'à ce moment-là, j'étais juste bloqué sur l'extérieur. Je ne pouvais pas regarder qui j'étais pour me construire mon propre univers intérieur et qui, du coup, une fois que tu te construis ton univers intérieur, tu construis une image de toi. Et ça, la psychanalyse m'a aidé. Elle m'a pas aidé, elle m'a façonné quelque part. Parce qu'aujourd'hui, je suis le fruit de plusieurs expériences intellectuelles, dirons-nous. Et ça m'a façonné parce que... Tu peux me donner un exemple? Parce que là, c'est assez conceptuel pour moi. C'est d'un point de vue très pratique, le fait d'arrêter de vouloir maigrir pour ressembler à un jeune homme fin avec des abdominaux, c'est juste ça. Arrêter de vouloir maigrir. Alors après, il y a la question de la santé, mais ça, c'est un autre débat. Juste accepter les kilos en trop, accepter la pilosité, et se dire, oui, c'est un autre, c'est gay mais différent. Les kilos en trop par rapport à quel poids? En trop par rapport à ce stéréotype de l'homme fin, gay? Et puis médical aussi. Enfin, l'indice de masse corporelle, ce sont des calculs scientifiques qui ont une validité. Quand on... Je comprends. J'ai envie de gratter. En quoi, amène-moi en séance. En fait, en quoi? Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent et qui disent, mais génial, en fait, cette capacité à se connecter à soi, à l'important pour soi, à sortir des normes ou des normes perçues. Mais génial, moi je suis chaud bouillant. Et comment l'analyse, c'est quoi? C'est une fois toutes les 2 semaines, tu t'allonges sur un divan et qu'est-ce qui se dit? Est-ce que tu te souviens de moments clés qui font que l'oxygène rentre dans ta conception de l'identité? Si je parle de mon cas particulier, ça passe toujours... Ah, on ne parle que de ça, là. Finalement, oui et non, parce que quand je vois des témoignages que je lis à gauche à droite, j'y vois des ressemblances. Ça vient que de cas particuliers, en fait. De choses qui sont, qui impactent. Moi, par exemple, je me souviens être tombé amoureux d'un garçon qui était hétéro, d'avoir rêvé mille et une situations avec lui, même pas forcément sexuelles, en fait, juste de relations amoureuses, de tendresse. C'est en déconstruisant certains de ces rêves dit à demi-mot à mon analyste de l'époque, qui consistait en disant j'ai encore pensé, on va l'appeler Clément, en plus c'est vrai, il s'appelle vraiment Clément, il s'est passé ça, il me dit mais ça s'est passé ou ça ne s'est pas passé? Je lui dis ça s'est pas passé, mais j'aimerais beaucoup que ça arrive, que ça se passe. Il fait, pourquoi ça se passe pas? On parle de tout ce qui fait que ça ne se passe pas.
On parle, c'est-à-dire que ton analyste parle aussi beaucoup? Beaucoup non, mais il rebondit. C'est pas la dynamique freudienne dans le divan, dos à l'analyste qui somnole légèrement. Non, il y avait dans une pièce un peu aérée, sans beaucoup de meubles, un fauteuil à sa droite et lui de 3/4 vers moi, et on parlait. Des fois, il regardait par la fenêtre quand il m'écoutait. Des fois, je regardais le fond de son cabinet où il y avait un divan, des meubles, des tableaux. Et du coup, on avait nos moments où on ne se regardait pas, et des moments où on se connectait, on se regardait. On se cherchait. Et c'est là où il me répondait. Des fois, il me répondait, mais il répondait pas à ce que je lui disais. Lui intervenait en disant, mais pourquoi ça? Qu'est-ce qui vous a fait penser ça? Qu'est-ce qui fait que... Voilà, comment ça s'est arrivé? Et ces reprécisions, ces questionnements, elles viennent questionner ma représentation. Comment je perçois les choses. Et c'est ça, en fait, qui m'a fait grandir, évoluer. Parce que j'aime pas le terme changer. Mais c'est surtout très long. C'est vrai que c'est long. La psychanalyse, c'est long, et parce que de bouger des montagnes, des fois, c'est long. Même si j'aime pas les phrases communes, ça bouge des montagnes. Vous avez parlé de pratiques sexuelles sur le divan? Ça a jamais été un tabou. Parce que j'ai toujours eu des analystes punk, et j'aime bien ça. Jacqueline, ma première analyste ne se définissait pas comme ça, mais elle était transgressive vis-à-vis de sa première analyste qui avait été Dolto, Catherine Dolto, et mon deuxième analyste, Patrick, lui avait été vraiment un punk. Il m'avait dit une fois, il m'avait rapporté des témoignages de son époque punk à lui, ça se ressentait dans sa pratique, c'était transgressif, et donc du coup ça a jamais été un tabou, la sexualité, le sexe. C'est qui Catherine Dolto par rapport à Françoise Dolto? Alors non, excuse-moi, je confonds. J'ai confondu Catherine Dolto, la fille, et Françoise Dolto, la mère. Voilà, j'ai confondu. Du coup, ton analyste a fait une analyse avec Françoise ou Catherine? Avec Françoise, parce que mon analyste est plus âgé que la fille de Dolto qui s'appelle Catherine. Comment tu sais que ton dernier analyste était punk, avait cet élément de transgression? Parce que pour moi, c'est passionnant. Parce qu'en fait, tu les connais pas, ces gens. On ne les connaît pas. Enfin, moi, je veux pas peut-être casser quelque chose, mais t'es d'accord que tu ne connais pas ton analyste et tu projettes sur lui l'idée qu'il est punk? Ah non, c'est lui qui me l'a dit. Non, j'ai eu des entrebâillements de la vie de mes analystes, et il y a eu des transgressions. Je connais la famille de mes deux analystes. La première fois, c'est que je me suis trompé de porte dans l'ancien cabinet de ma première analyste, et je suis tombé sur son salon avec les photos, et j'étais vraiment pas réveillé. Elle cherchait un truc, elle a ouvert la porte, et je suis rentré mécaniquement en la suivant. Elle s'est retournée en me disant, mais qu'est-ce que vous faites là? Je pensais qu'on faisait la séance ici. Elle était sans voix, puis on a discuté 5 minutes, elle m'a montré des photos de ses enfants, puis on est sortis. Voilà. Et le deuxième analyste, j'étais au Sable d'Olonne, avec de la famille, en terrasse d'un restaurant, et là je vois mon analyste, Patrick, arriver avec sa famille entière, dans le même restaurant que moi, avec mon conjoint de l'époque. Voilà, c'était improbable, mais ça s'est fait. Et pour le côté punk et transgressif, c'est lui qui me l'a dit. Ouais. C'est marrant, j'ai du mal à comprendre. Je pensais que tu en avais eu 3 d'analystes, les 2 d'avant et celui de là récemment. Alors c'est quand je suis devenu analyste que j'ai souhaité devenir analyste, aller à la rencontre des associations, des écoles qui légitiment les analystes pour éviter qu'il y ait des... Attends, tu m'embarques ailleurs, juste pour que je comprenne. Est-ce que t'en as 2 ou 3? 3. Okay. Et du coup, le 3e, là, c'est celui actuel? Alors, ça l'est, mais comme c'est devenu quelqu'un de proche, on n'est plus en analyse ensemble. Parce que c'est devenu un ami. Et du coup, je suis rentré dans une école, dans une association, qui forme des gens, qui a une vie associative autour de la psychanalyse. Je suis rentré en ayant envie de devenir analyste. Et du coup, j'ai suivi une analyse qu'on appelle didactique avec lui, pour affiner ma pratique. Et on est devenus proches. C'est comme ça alors c'est pas comme ça que je suis devenu analyste, c'est par cette voie-là, après la formation et l'analyse didactique, que je suis devenu analyste. Et du coup, j'avais cru comprendre que tu étais encore en analyse. C'est pas le cas, tu n'es plus en analyse. Je ne suis plus en analyse, mais je compte reprendre une tranche un peu originale
avec un psychanalyste qui s'occupe des problématiques queer et qui j'ai commencé récemment et qui me, comment dire, il y a un apport intellectuel et personnel qui sont finalement très liés entre moi et mon métier aujourd'hui. C'est marrant parce que T'inquiète, je t'invite à prendre un peu d'eau si tu veux. Pour moi, c'est très intéressant que tu ailles chercher chez tes analystes des informations qui t'ouvrent un peu un espace. Parce que du coup, une fois que tu dis ok, ils sont punks, ça veut dire que j'ai le droit d'eux, ça te donne le droit. Moi, je me souviens que mon analyste, je n'avais absolument aucune idée, je ne savais vraiment rien de lui, et j'ai vraiment eu une bascule entre avant il incarnait, moi j'ai grandi à Versailles, donc il incarnait l'autorité, la tradition, avec un balai dans un certain orifice, vraiment un truc, et je m'en faisais toute une affaire. Et puis j'ai eu un déclic où j'ai décidé qu'il était en fait très sexuellement très libéré, moderne. Et j'ai vu la puissance, enfin j'ai trouvé ça trop intéressant, c'est-à-dire que je savais bien que du coup tout ça c'était des inventions, mais ça m'a beaucoup aidé pendant mon analyse de changer cette histoire-là. C'est marrant. Là, et je crois que j'aurais pas forcément eu envie, et c'est marrant, on est très différents. Tu parles beaucoup de transgression, et il y a vraiment un lien avec tes analystes, il y a quelque chose quand même où en fait on passe de patient à plus. Moi j'en ai jamais eu envie, et vraiment pas du tout. On n'est pas devenu plus en fait, c'est juste on n'est pas devenu plus aujourd'hui. Quand je recontacte ma première analyste ou mon deuxième analyste, parce que des fois je fais ce qu'on appelle des séances de contrôle. Normalement le contrôle, c'est quand un analyste se sent dans une situation un peu dans une impasse, il a envie d'échanger avec un autre analyste, on peut appeler ça de la supervision ou du contrôle. Il m'arrive de les contacter ponctuellement, parce que je sais qu'avec eux, même s'ils font plus beaucoup de séances, avec moi ils peuvent en faire très ponctuellement, donc c'est l'ordre de 3-4 par an. Je les paye, même si je sais qu'ils sont dans telle situation, à tel endroit. Il y a toujours une distance. Okay. Il y a beaucoup de respect, il y a de la sympathie, mais il y a pas d'émotion vive en tout cas. Et même s'il y a eu un peu de dévoilement, je pense que c'est ce qui les a rendus pour moi très humains, faillibles, et quelque part qui m'a beaucoup plu, et qui m'a permis d'avancer. Et c'est marrant ce que tu racontes sur ton analyse, parce que moi je suis arrivé à une époque où il y avait où le sexuel n'était pas compliqué, mais pourtant il n'était pas facile. Chez les homosexuels hommes, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de questionnements autour de la pénétration, pénétrer, être dominant, être dominé, parfois avoir envie des deux. Ce sont des enjeux dans le sexuel qui en fait font appel à du sexué. Qu'est-ce que cette sexualité représente pour toi, ton intimité, dans ta perception de qui tu es, de ce que tu veux faire, et quelque part du plaisir que tu prends. Et en fait, ça je l'ai surtout travaillé avec mon deuxième analyste. Pour lui, c'était pas un tabou, comme je le disais tout à l'heure, et du coup il y avait pas de sujet en fait dessus. Et quand je voulais l'aborder, c'était toujours parce que j'avais une perception de moi ou de ma sexualité à l'époque qui était un peu dissidente, je pense. Et finalement, le fait de parler de ce qui me posait problème, c'était pour mettre en avant ce que j'aimais pas, finalement de conclure, un peu comme une soustraction. J'ai une valeur supérieure, j'ai une valeur inférieure. Quand je soustrais, ce qui me reste, c'est ce que je veux. Et t'es tombé sur les bonnes personnes qui n'ont pas tenté d'influencer ta construction identitaire. Du côté de mes analystes ? Ouais, en fait j'ai en tête une personne qui m'a contacté, avec qui on a fait un pré-entretien, et dont l'analyste en fait a été confrontationnel quant à ses choix identitaires ou ses choix tout court. Toi, jamais tu ne t'es senti jugé et ou challengé sur cette question de la norme, tu vois?
Non, je sais pas si on peut appeler ça de la chance, mais je suis toujours tombé sur les bonnes personnes. Enfin, sur mes 2 analystes, ou même le 3e analyste que j'ai rencontré qui m'a permis de devenir qui je suis aujourd'hui. Ils n'ont jamais donné leur point de vue. Hors séance, avec le 3e, le dernier, on a pu en débattre, des fois, parce que c'est une expérience humaine, notamment sur comment la psychanalyse freudienne ou lacanienne donnait son point de vue sur l'homosexualité, ce qui me fait beaucoup rire aujourd'hui, parce que j'essaye de moi-même d'avoir d'autres continuités intellectuelles sur ces idées-là, ce qui est très prétentieux, mais c'est pas grave. En tout cas, en séance, sur ton parcours d'analysant, jamais. Jamais, et d'autant plus très respectueux, avec beaucoup de déontologie, même s'ils ne sont pas médecins. J'ai rencontré des gens qui n'étaient pas médecins, qui avaient une déontologie, une éthique très bonne. Est-ce que tu es d'accord que si mon analyste se met à émettre des opinions normatives, c'est-à-dire ça c'est bien, ça c'est mal, il faut partir en courant? Je pense qu'avant de partir en courant, il faut... si j'avais été dans cette situation-là, je suis persuadé que je n'aurais pas eu la force de le faire à l'époque, c'est de dire stop, arrêtez votre pensée normative et globalisante. Je suis pas d'accord avec ça. Je vous emmerde. J'aime bien la vulgarité. Elle est importante, je pense, notamment en analyse pour se réaffirmer soi et sortir du cabinet. Alors moi, je cours pas parce que j'aime pas ça, mais si toi tu veux sortir en courant ou les autres veulent sortir en courant, bien sûr. Surtout ne jamais subir la doctrine d'un thérapeute quel qu'il soit, ne jamais subir d'actes de pensée ou physique qui seraient pas concordants avec le type de thérapie qu'on suit, ouais, c'est super important. Ce serait peut-être d'ailleurs une différence avec des thérapies plus courtes où en fait on peut être par exemple un homme gay et aller chercher la validation d'un psychologue lui-même gay qui dit être gay c'est ok. En fait, je suis même pas en train de juger le fait que émettre une opinion pour un thérapeute c'est bien ou mal, mais j'ai quand même l'intuition que l'analyste, c'est pas là où on l'attend. On s'en fout de ses opinions, de sa norme à lui. L'enjeu, c'est que fleurisse celle ou celui qui est allongé sur le divan, non? Il y a une question d'éthique dans ce que tu dis qui est super importante. Dans la théorie, le thérapeute n'a jamais à exister en tant qu'humain dans la thérapie. Dans la réalité, ça se passe jamais comme ça. Il y a toujours de l'individu, du thérapeute, qui va exister. Et parfois de dire, bah ouais, c'est ok, y a pas de souci. Quelles que sont les opinions que vous me donnez, je suis quelqu'un d'assez antiraciste, je suis pas antifa, mais je partage une idéologie assez libre sur la diversité. Je suis pour qu'on accepte le plus de personnes possible et qu'on se respecte entre nous. Je tomberais sur quelqu'un qui serait xénophobe, raciste, je pourrais accueillir sa parole, mais je devrais lui dire, je suis désolé, je ne peux pas partager ces valeurs-là, parce que mon identité d'individu est en jeu dans ce que vous dites, quelque part, et pour moi, ça pourrait, ça pourrait être un enjeu de dire stop. Si la personne exprime une aigreur, une violence, et que ça se calme dans le discours par la suite, et que ça ressort parfois, ce serait possible. Et si c'est quelqu'un qui vient avec une vraie problématique, c'est ce qui arrive parfois des hommes ou des femmes ou des personnes d'autres genres qui auraient des tendances homophobes, lesbophobes, transophobes, ça arrive. On peut les écouter, les accueillir, voir si ça c'est quelque chose qui est en mutation chez eux pour s'accepter. Et puis si c'est vraiment un comportement, j'allais dire récurrent, je pourrais ne pas la conserver. Ouais. Je trouve ça passionnant parce que je sais pas, l'image que j'ai de la psychanalyse, c'est justement que allongé sur le divan, tout peut se dire, tout peut pas se faire, mais tout peut se dire, et que même l'indicible en fait, et surtout l'indicible. Et je trouve ça vachement intéressant. Et je suis pas thérapeute, je suis pas analyste, et je me suis jamais posé vraiment ces questions, mais au final, ouais, peut-être que moi, mon point de vue, c'est que la psychanalyse doit permettre à chacun de trouver son soi, et qu'il y a peut-être des sois racistes, et que du coup, en tant qu'analyste, t'es là pour aider à faire fleurir
quelque chose qui te dépasse et qui ne te concerne pas. Mais je pense que c'est pas trop un sujet que j'ai envie de continuer à creuser. Et du coup, je vais changer de sujet et te ramener à toi. Mais je peux juste dire un truc. T'as tout à fait raison. Et si la personne doit fleurir dans son territoire, dans son environnement, c'est bien pour ça que moi, la respectant, je préfère lui dire que ce n'est pas mon sujet et que je ne serai pas la bonne personne. Je ne suis pas médecin qui doit accueillir. Je suis même pas sûr que les médecins doivent accueillir tout le monde, tu vois. Donc moi, je n'ai pas à le faire. J'ai à respecter la personne. Et pour la respecter, je peux pas travailler avec. C'est tout. C'est juste pour ça. Ouais, ça me pose plein de questions parce que du coup, on sait pas ce qui va se passer en analyse et ce qui va se découvrir. Et du coup, si je sens que le cadre de mon analyste est dépendant d'une certaine pensée dans lequel je dois rentrer, je pense que ça casse mon lien de confiance. Et ça, j'ai un souvenir, c'est un souvenir très puissant de mes 10 ans d'analyse où j'ai vraiment eu l'impression que je pouvais tout dire, même l'indicible, et cette réalité-là m'a vraiment permis. Je sentais que notre lien entre mon analyste et moi ne pouvait se rompre avec des mots posés. Et là, tu questionnes ça, et je trouve ça très intéressant. Ce que je dis, c'est surtout par rapport... je reviens toujours à la loi, en fait. Quelqu'un qui exprime en séance des choses indicibles, ça m'arrive, et c'est pas un souci. J'ai aucune peur, aucune angoisse, aucune censure. Et ça s'est d'ailleurs jamais produit avec moi. J'ai jamais dit à un de mes analysants je suis désolé, on va conclure. C'est un point pour moi théorique pour l'instant, et je le souhaite que ça reste purement théorique. Mais quand des gens ont des comportements, se mettent en danger, ou font des actes qui sont répréhensibles par la loi, on se doit de le signaler, de le dire. Quand ça reste que des mots, ça reste gérable. Mais j'ai une collègue qui a eu travaillé avec un analysant qui était ouvertement raciste. Elle a mis fin à la relation parce que elle pouvait plus se concentrer pour travailler. Tellement le monsieur était... Voilà. Donc je trouve ça vachement intéressant parce que moi aussi, je dis beaucoup, notamment dans mon autre podcast sur la sexualité, que moi je m'arrête là où la loi s'arrête. Donc, et tu dis la même chose. Avant 1981, l'homosexualité était encore pénalisée. Et du coup, à ce moment-là, la loi aurait autorisé un analyste à du coup dire vos cochonneries d'homosexualité sont illégales et donc pas dans mon cabinet. Mais il y a des gens qui le font, hein. Ouais. J'ai des collègues qui refusent. Je voulais juste souligner la limite de cet argument de la loi, quoi. Mais du coup, c'est un parti pris aussi. C'est un parti pris complexe et humain, et du coup c'est difficilement gérable. J'ai jamais fait l'expérience personnelle. Je me suis posé la question. Et du coup, effectivement, comme tu dis, il y a quelques années, ça aurait pas été comme ça pour les personnes homosexuelles. Et malheureusement, encore aujourd'hui, je connais des gens qui ont, par exemple, des migrants qui n'ont pas pu aller en séance parce que des thérapeutes leur ont dit, je suis désolé, je pense pas que vous devriez être là. Pour moi, ça me paraît insensé. Mais bon, c'est pas attaquable auprès des tribunaux, donc voilà. On revient sur ton témoignage. On a fait une petite glissade très intéressante. Est-ce que, avant qu'on passe à la dernière partie, est-ce que donc je nous ramène, la psychanalyste t'a aidé à trouver ton identité, à la faire tienne. Dans cette identité, il y avait un élément d'orientation sexuelle clé. Est-ce qu'il te vient d'autres façons d'illustrer comment la psychanalyse t'a aidé à devenir toi? Tu as dit, la psychanalyse m'a façonné. Est-ce que il y a un moment clé, un dernier moment clé, ou une anecdote clé, ou un propos du thérapeute déterminant que tu voudrais partager? C'était il y a 2015, donc c'était il y a non plus que ça, 2014, 2015. Une des dernières vraies séances suivies que j'avais avec Patrick, je lui ai dit je souhaite devenir analyste, j'ai envie de faire ce travail avec vous, donc cette partie d'analyse un peu intense, spécifique à la préparation, avec de grosses guillemets au terme préparation, mais pour illustrer le propos, préalable, j'allais dire, au travail des séminaires de la théorie freudienne.
ou les théories psychanalytiques. Et il m'a dit non, je peux pas, je suis désolé, je peux pas vous accompagner là-dedans. Ça a été ma dernière séance. Symboliquement, c'était ma dernière séance avec lui. Je l'ai revu après pour d'autres questions. Pourquoi il pouvait pas t'accompagner? Je sais pas. Je pense qu'il avait trop de travail, qu'il avait pas envie. Ou même aujourd'hui, je ne sais pas. Voilà. Toi, t'as l'impression que ton chemin identitaire, il est terminé? Ou est-ce qu'il continue encore aujourd'hui? Ton identité, elle continue à fleurir encore aujourd'hui? Mais les deux continuent. Elle s'accélère même en ce moment. Dans quel sens? J'ai envie de faire pleinement ce métier, parce qu'aujourd'hui c'est un métier que je fais pas à 100% de mon temps. Alors moi je te parlais de la question de l'orientation sexuelle et de ton identité personnelle. Hein. Oui, mais les deux sont très liés en fait. Okay. Je pense qu'on ne peut pas délier les envies professionnelles, personnelles, intimes, et que toutes sont liées. Elles ont des voies d'expression différentes, mais elles sont quand même structurées. Et elles continuent à fleurir. Toi, t'as décidé, en fait, ton analyse, elle a entre guillemets pris fin, ou elle a pris un tournant signifiant au moment où tu dis, moi, je vais devenir analyste. Mais si tu mets ça de côté, ton métier de côté, et que tu te connectes à toi, Thibaut, l'homme, ou la personne, est-ce que t'as l'impression d'être épanoui sexuellement? Est-ce que tu as l'impression d'être épanoui avec ton corps? C'est les deux sujets un peu plus concrets que tu as amenés. Est-ce que c'est terminé de ce côté-là ou pas? Pourquoi tu te marres? Non, mais j'aime bien la manière dont tu le dis et tu ramènes le débat, je trouve ça intéressant. J'ai quitté mon analyste, quitté. Attends, juste oui ou non? Et après, tu pourras dire tout ce que tu veux. Est-ce que, en fait, tu disais, voilà, moi, un des enjeux clés, c'est mon identité, mon orientation sexuelle, mon rapport à mon corps. Tu nous as raconté un peu comment venir régulièrement en séance t'a aidé à te réapproprier ça. Est-ce que ça, c'est terminé? Est-ce que ça, aujourd'hui, en fait, dans tes rapports sexuels, dans tes rapports romantiques, dans ton rapport à ton corps, t'as l'impression que c'est derrière toi et que t'as plus besoin d'y travailler? Non, j'ai encore besoin d'y travailler. Ça s'est beaucoup adouci. J'ai une très bonne relation avec moi-même. J'ai une très bonne relation avec mon corps. Mais mon identité, elle fleurit constamment. Et dans mon identité qui fleurit, il y a toujours des envies différentes et des manières de le vivre différentes, avec des personnes différentes. Aussi bien professionnelles qu'intimes, que personnelles, que qu'amicales. Ça veut dire que ce que tu découvres, c'est un désir, par exemple sexuel, où tu as envie d'aller expérimenter d'autres choses? En fait, juste concrètement, on parle de quoi? On parle le fait de, aujourd'hui, vouloir revivre à nouveau une autre histoire romantique, selon monogame, partagée, avec des envies de projet. Je pense que pour moi, c'est un petit défi aujourd'hui que de repartir dans quelque chose de cet ordre-là. Et que il y a des paramètres autour de qu'est-ce que je fais pour vivre ce rêve, comment je l'alimente, avec quel argent, avec quel fantasme, avec quel logement, avec quel lieu. C'est vachement intéressant parce que j'aurais pu, avec mes gros sabots, imaginer que après une psychanalyse, après avoir investi tant de temps et d'argent pour traiter de la question du sexe et de l'amour, tu nous aurais déconstruit tout ça. Et tu serais tombé, tu vois, à côté, enfin ailleurs que dans la reproduction hollywoodienne de je veux un couple monogame, donc vous avez des rapports sexuels qu'entre vous deux. Et vraiment, loin de moi l'idée de dire que c'est bien ou mal, mais est-ce que toi aussi ça t'a étonné le fait que après avoir réfléchi à tout ça, t'es tombé pile là où en fait la société hétéronormée, on reproduit le même modèle, quoi. Est-ce que ça t'étonne ou pas? Si on connaît bien son histoire, on sait un peu pourquoi, je pense. Pourquoi? Parce que je pense que c'est ma mère qui s'est beaucoup structurée, qui est beaucoup apparue sous cet angle-là, qui a trouvé son bonheur comme ça. Je pense que ça m'a beaucoup inspiré. Que mon père, sur le tard, reproduit ce système-là. Et quelque part, cette image-là m'a un peu, peut-être influencé, je le suppose, que le système qu'on peut voir, ça existe autant chez les hétéros que chez les homos, mais dans le milieu queer plus large que plutôt homo,
on voit une représentation parfois peu libre, plus ouverte, qui est super intéressante, dont je peux être curieux, mais dans laquelle je me retrouve pas forcément, et pour autant je peux la respecter sans aucun problème. Mais je peux identifier moi aujourd'hui ce dont j'ai besoin. C'est la force de toutes mes années d'analyse. Il y a plein de gens qui arrivent sans analyse, et c'est très bien pour eux. Et moi je sais ce dont j'ai envie aujourd'hui. Quand aujourd'hui je dis que ça peut être encore mieux, c'est parce que je sais que j'ai pas mal essayé, vu, regardé comment ça pouvait être chez les autres. Je sais comment ça peut me rendre heureux aujourd'hui pour moi. Et quand aujourd'hui je dis que je peux aller encore plus loin, que c'est pas terminé, c'est pour encore plus en profiter. Et c'est aussi parce que quand on fait ce métier-là, pour se préserver, pour garder un équilibre mental, psychique et émotionnel, il faut quand même continuer parfois, soit sous forme de supervision, de contrôle, soit parfois par petites tranches, pour savoir où on est. J'aimerais qu'on conclue sur ton envie d'une nouvelle tranche avec un psychanalyste queer, c'est ça? Ou un psychanalyste avec des connaissances queer, c'est ça? Alors je ne connais pas l'orientation de ce monsieur, finalement c'est pas très important, c'est plutôt que ces thématiques de recherche sont sur les thématiques queer au sens large. Qu'est-ce que tu vas chercher? Je vais peut-être chercher une validation quelque part. Le fait d'être moi-même queer et analyste me permettre de faire ce métier. Peut-être que c'est ça. Tu veux dire que pour le moment, tu dis qu'en tant qu'homme gay ou homme queer, tu n'as pas le droit d'être analyste? Non, pas du tout. C'est juste que ça me permet d'afficher cette identité, ça me permet de vivre mon identité, tout en cherchant à mieux me connaître encore. Et par exemple, ce que tu dis était super intéressant sur le fait de déconstruire le patriarcat, certains standards hétérosexuels pour ne pas les reproduire. Certains sont dans cette transgression entre guillemets sociale pour vivre ce qui est bon pour eux. Moi je l'ai fait à ma manière, et peut-être que j'ai encore besoin de creuser pour voir comment ça peut être chez les autres sans que ça m'impacte moi, tu vois. Faire partie d'une communauté tout en ayant sa singularité. C'est peut-être ça encore que j'ai à creuser, je pense. Parce qu'aujourd'hui, tu dirais que tu te sens appartenir à une communauté? Je suis pas certain d'appartenir à une communauté. Tu te considères toujours pas bear, ours? Ah non, j'ai aucun problème avec ça. Le fait d'habiter certains stéréotypes, non, j'ai aucun souci avec ça. C'est plus le fait d'aller, comment dire, le fait d'appartenir à un groupe. J'y suis sans y être. Ouais, je sais que j'en fais partie. J'ai aucun problème à être identifié comme tel, aussi bien comme analyste que comme homosexuel. Mais j'ai pas de tatouage pour autant. Mais j'ai conscience des choses. Des fois, ça m'en tire du plaisir. Des fois, ça m'en tire parfois des souffrances. Ça peut être une source de souffrance. C'est marrant parce que je sens en effet, et ça a été un peu au fil de notre échange, que t'as dans ton rapport au groupe ou à la communauté comme envie d'y être et pas envie d'y être. Il y a un truc, parce que en fait ce que je trouve passionnant, c'est que moi j'en ai absolument rien à foutre. Et non pas, ça n'invalide pas toi ton propos, mais du coup ça me donne une distance, parce que étant donné que moi c'est pas un sujet appuyant quelque part, j'entends que chez toi il y a un sujet peut-être d'être validé ou d'appartenir à quelque chose, c'est ça, à un groupe. Alors moi du coup je vais te poser une question pour comprendre ce que tu me dis. Ça veut dire quoi pour toi? C'est pas un sujet? Bah en fait pour moi ça n'existe pas, la communauté queer. Et si elle existe, elle m'intéresse pas du tout. En gros, j'observe des espaces dans lesquels les gens ont l'air de se ressembler, mais moi j'y crois pas du tout qu'ils se ressemblent tellement. Le fait d'avoir des rapports sexuels particuliers ne crée pas vraiment d'appartenance. Donc j'observe, je sais pas, le milieu de la nuit par exemple, donc dans les soirées, peut-être qu'il y a une communauté ici. Il y a une communauté BDSM, de bandage, domination, soumission. Peut-être que là, il y a un groupe qui se réunissent autour de certaines pratiques. Mais non, moi, j'ai pas envie ni besoin de me sentir appartenir. Mais je suis très curieux d'aller à leur rencontre et de partager des moments. Mais j'ai pas besoin d'eux ou d'une appartenance, tu vois, dans ma vie. Au-delà de l'appartenance, c'est pas se sentir appartenir à un groupe, mais c'est dire, ah bah tiens,
tu es X ou Y. Tu serais poissonnier sur les bords de l'Atlantique, t'appartiens à un groupe. Quelle horreur. Alors moi, tu décris l'horreur pour moi, le moment où on puisse me mettre dans une boîte, quoi. Et toi, tu la cherches, cette boîte. Ou peut-être boîte est un terme très péjoratif. Tu cherches cette appartenance, tu cherches cette identité encore. Ces mots définissants, tu les cherches encore. Pas du tout. J'accepte l'idée qu'on puisse me dire tu es comme eux. Et j'accepte l'idée qu'on puisse me coller des étiquettes. Et c'est aujourd'hui, le fait qu'on me dise, comme tu l'as dit, tu peux correspondre à une esthétique ou à un physique ou à une tribu un peu ours, je le prends pas mal. Je le prends ni bien d'ailleurs. En fait, pour moi, c'est devenu quelque chose de simple. Mais attends, là tu te contredis parce que là, on est en train de discuter là du futur et de ta prochaine potentielle tranche que tu spécifies queer. Quand je t'ai demandé qu'est-ce que tu vas chercher, tu m'as dit cette question de l'appartenance. Et alors là, tu te dédies complètement en disant... Parce que... alors je me suis peut-être mal exprimé, mais c'est le fait de pouvoir discuter avec quelqu'un qui du coup est extérieur à moi, qui a sa propre vision de ce que sont les identités, les genres et les sexualités queer en Europe au XXIe siècle, avec qui je peux travailler mes idées, mes perceptions. Et finalement, c'est pas dans cette tranche-là, qui se veut plus professionnelle, avec des guillemets à professionnelle, elle va aller questionner ce que je perçois, ce que je ressens, par rapport à moi et par rapport aux autres. Et c'est ça, parce que là... Dans l'idée de devenir un psychanalyste ouvertement queer, venant en aide, apportant la psychanalyse à des personnes queer ? Exactement. Je dirais juste apportant, c'est comme apporter le feu à l'être humain. J'aurais peut-être pas cette prétention-là, mais c'est exactement ça. Okay. Et parce qu'aujourd'hui, je me définis déjà comme étant un thérapeute queer. Parce que t'as l'impression que la psychanalyse aujourd'hui n'est pas très accueillante pour les personnes queer. Les théories que toi t'as étudiées, etc. Sont-elles vraiment assez homophobes ou anti-queer ou pas ? Et je vais te demander d'être très synthétique. Je pense pas qu'elles soient homophobes. Je pense qu'elles ne tiennent pas compte de ce qui se passe dans les différentes vies psychiques, émotionnelles, genrées, sexuelles de toute la communauté queer. Mais comme elles ne prennent pas en compte toutes les particularités des gens en situation de handicap, toutes les personnes qui sont en situation d'isolement social, toutes les personnes qui sont en situation d'immigration. La théorie psychanalytique est très bourgeoise 19e. Il y a plein de choses qui sont pas traitées, et il faut la nourrir, et il faut surtout faire beaucoup de médiation en disant attention, le dogmatisme freudienne ou lacanienne ou que sais-je, d'autres auteurs, c'est pas forcément vrai, ça peut être parfois une forme de vérité, ce n'est pas une science, et au contraire, c'est un outil qui est merveilleux quand il est utilisé avec rigueur, prudence, déontologie, et qu'il faut le nourrir. C'est comme un feu. Donc si on garde le même feu pendant des siècles, il va se tarir et il y aura plus grand chose. Et c'est un des risques de la psychanalyse aujourd'hui, c'est de finir juste dans une bibliothèque. Ça fera de très jolis livres, mais ça ne nourrira pas les âmes des gens qui l'utilisent. Merci Thibaut. Est-ce que tu veux le mot de la fin ? Est-ce qu'il y a une dernière bafouille qui te vient intuitivement ? Non, j'aime bien tes fins de podcast. Moi là, j'ai rien à rajouter à part de te remercier. Merci à toi Guillaume. Et ben à bientôt. À bientôt. Et c'est la fin de cet épisode. Si vous avez apprécié, je vous demande un petit coup de main. Mettez 5 étoiles sur votre plateforme de podcast ou un j'aime sur YouTube. Ça envoie un signal à l'algorithme qui se met à le recommander à plus de gens et c'est ça qui me permet de trouver les prochains témoignages. Pour ne manquer aucun épisode, pensez à vous abonner au podcast. Et enfin, une dernière chose. Si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai 2 autres podcasts à vous proposer. Histoire de devenir moi. C'est mon dernier podcast dans lequel des gens ordinaires racontent une décision ou un tournant déterminant pris dans leur vie. Et tout ça, histoire de devenir un peu plus eux-mêmes. Ou encore, comment devenir sexuellement épanoui. Un podcast dans lequel des hommes gays, bi ou queer, enfin pas hétéros quoi, racontent leur chemin de sexualité et comment ils tentent de s'épanouir sexuellement face aux règles et aux normes.
Vous pouvez taper les titres directement dans votre plateforme d'écoute ou je vous mets un lien dans le descriptif de cet épisode. Vous y trouverez aussi mes réseaux sociaux si vous êtes intéressé de suivre les coulisses de mon aventure de podcasteur. Merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.